Le conflit entre les rebelles yéménites, chiites, houthis est une coalition de pays arabes menée par l'Arabie Saoudite, n'en finit plus de créer des désastres. Le pays le plus pauvre de la péninsule arabique, peuplé de 27 millions d'habitants, sert de champ de bataille, et la population sombre dans la violence, la faim et les maladies. Le bilan s'aggrave toujours plus, avec plus de 10 000 tués depuis 2015, plus de 60 000 blessés et déjà 3,4 millions de déplacés, selon un bilan partiel de l'Organisation mondiale de la santé. Des ONG estiment que le nombre de morts est nettement plus élevé, certaines citant un bilan 5 fois supérieur. Malgré des interventions de l'ONU, le pays s'enfonce dans le chaos. En décembre 2018, une trêve des combats a été décrétée grâce à l'accord de Stockholm pour la province d'Hodeïda, port vital du pays de la mer Rouge. Mais les combats se poursuivent et la haut-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a dénoncé des conséquences pour les enfants. Depuis l'accord de Stockholm du 13 décembre, on estime que 8 enfants sont tués ou blessés quotidiennement au Yémen. Lors d'une conférence de donateurs, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait insisté sur le fait que le Yémen connaissait actuellement la pire crise humanitaire dans le monde et que l'ONU avait besoin pour ses programmes d'urgence dans ce pays de 2,4 milliards d'euros. Comment en est-on arrivé là ? Pour commencer, il est important de préciser d'où vient l'opposition entre les chiites et les sunnites. La scission de ces deux courants de l'islam remonte à la mort du prophète Mahomet, en 632. Se pose alors la question du successeur le plus légitime pour diriger la communauté des croyants. Les futurs chiites désignent Ali, gendre et fils spirituel de Mahomet, au nom des liens du sang. Les futurs sunnites désignent Abu Bakr, un homme ordinaire, compagnon de toujours de Mahomet, au nom du retour aux traditions tribales. Une majorité de musulmans soutiennent Abu Bakr, qui devient le premier calife. Depuis, les sunnites ont toujours été majoritaires. Ces divisions ont alimenté de nombreuses tensions à l'époque de la succession, qui ont mené plusieurs conflits armés et ont fini par pousser les chiites à adopter la clandestinité, vers la fin du 7e siècle. Les califes les tolèrent, tant qu'ils ne se révoltent pas. Mais en 1502, la dynastie séfévide, qui vient d'accéder au pouvoir, instaure le chiisme comme religion d'État de l'empire pour se démarquer des ottomans sunnites. Un empire chiite se crée, face à un autre sunnite, celui des ottomans. Très vite, leurs armées se combattent. Mais ces guerres opposent davantage des souverains que des peuples ou des croyances. Les querelles entre chiisme et sunnisme sont moins liées aux désaccords religieux qu'à des conflits politiques. Le conflit sunnite-chiite sert de terreau au conflit du Proche et Moyen-Orient depuis le début des années 80. Les sunnites représentent aujourd'hui environ 85% des musulmans du monde. Les seuls pays à majorité chiite sont l'Iran, l'Irak, l'Azerbaïdjan et Bahreïn. Mais d'importantes minorités existent au Pakistan, en Inde, au Yémen, en Afghanistan et en Arabie Saoudite, mais aussi au Liban. La révolution iranienne de 1979 sonnait comme une revanche des chiites, qui devient l'expression politique d'un islam opprimé. À l'intérieur d'un pays du Golfe, les chiites, qui résident surtout dans les régions pétrolifères, restent socialement et politiquement opprimés par un pouvoir central sunnite qui les considère comme les hérétiques. Une situation qui les rapproche inexorablement de l'Iran. Si l'Iran n'est pour l'heure pas parvenu à exporter sa révolution chiite, elle a en revanche trouvé des alliés pour étendre son influence régionale avec le Hezbollah libanais, un parti politique qui prospère du fait de la marginalisation économique et politique des chiites libanais, avec les chiites majoritaires au Bahreïn considérant comme des citoyens de seconde zone par les sunnites au pouvoir et écrasés en 2011 par l'Arabie Saoudite lors de la rébellion contre la dynastie au pouvoir, avec les Alaouites, une branche chiite au pouvoir en Syrie et le gouvernement chiite irakien. Ceci au détriment des populations sunnites de ces pays qui se sont retrouvées discriminées à leur tour. Ces inégalités sociales profondes ont favorisé les révoltes populaires qui ont éclaté au cours des dernières années en Syrie et en Irak. La volonté iranienne d'exporter sa révolution et sa politique de soutien à des groupes armés chiites cristallise les rivalités avec les pays sunnites de la région, qui soutiennent Saddam Hussein dans sa guerre contre l'Iran entre 1980 et 1988. Au même moment, le wahhabisme, un courant du sunnisme, anti-chiite et religion d'État en Arabie Saoudite.
Ensuite, l'intervention américaine en Irak en 2003 déclenche une guerre civile entre chiites et sunnites irakiens. Et la chute de Saddam Hussein a permis aux chiites de revenir au pouvoir. A l'inverse, dans la foulée des printemps arabes en Syrie depuis 2011, la majorité sunnite soutenue par l'Arabie Saoudite et le Qatar se rebelle contre la minorité alaouite au pouvoir. La famille Assad, soutenue par l'Iran et le Hezbollah, déclenche une guerre civile. La répression du régime a favorisé la montée en puissance d'un extrémisme sunnite. Le conflit syrien est devenu un terrain d'affrontement par alliés interposés entre l'Iran, dont les forces et les milices chiites internationales, Liban, Irak, Afghanistan, combattent aux côtés des troupes régulières et de la Russie et des puissances sunnites que sont l'Arabie Saoudite, la Turquie et les monarchies du Golfe, qui appuient des groupes rebelles. Tous ces conflits et les attentats au Liban, en Égypte, au Yémen, achèvent de consommer le clivage politico-religieux et expliquent les lignes de fracture entre la région. Les deux États revendiquent chacun un islam d'État, sunnite pour l'un et chiite pour l'autre. De plus, les chiites, emportés par l'Iran, sont depuis la révolution islamique de 1979 en conflit ouvert avec les dirigeants sunnites, considérés comme corrompus et vendus aux États-Unis, le diable pour les chiites. C'est ainsi qu'en 2015, le roi Salman, qui est arrivé au pouvoir en janvier 2015 en Arabie Saoudite, a adopté une stratégie agressive pour contrer l'influence iranienne au Moyen-Orient. En effet, l'Arabie Saoudite est entrée en guerre en mars 2015 et a formé une coalition de 9 pays arabes sunnites pour empêcher la rébellion des Houthis appartenant à une branche du chiisme et alliés de l'Iran de s'emparer du Yémen, voisin du sud de l'Arabie Saoudite. Dans le nord du pays, dans le gouvernement de Saada, à la frontière avec l'Arabie Saoudite, les chiites zédites entrent en conflit avec le pouvoir central de Sanaa. Le Yémen est majoritairement sunnite, mais compte une forte minorité de chiites, 40% de la population. Il s'estimait mis à l'écart de la vie politique et économique du pays. S'ensuivent des manifestations et des heurts avec le pouvoir central qui dénonce une rébellion. La police tue des dizaines de contestataires et en arrête des centaines. Les Houthis, longtemps en rébellion contre le président Ali Abdallah Saleh, qui a régné de 1978 à 2012, ont entrepris d'imposer leur pouvoir par les armes, ce qu'ils étaient parvenus à faire sur presque tout le nord du pays. L'ex-président Saleh avait pris la tête du Yémen du Nord dès 1978, avant de devenir président d'un Yémen réunifié en 1990. Pendant son interminable règne, il avait livré 6 guerres meurtrières aux Houthis, tuant en septembre 2004 leur leader, Hussein el-Houthi, qui donne son nom aux rebelles houthis. À cette date, le conflit connaît une inexorable escalade dans la violence. En 5 ans, les rebelles ont gagné du terrain, notamment le long de la frontière avec l'Arabie Saoudite, où le face-à-face avec l'armée saoudienne fait plusieurs morts de part et d'autre. L'armée saoudienne effectue ses premières frappes aériennes. Par ailleurs, l'Iran est soupçonné de participer au conflit en fournissant des armes aux rebelles. Dans la foulée du printemps arabe, le Yémen connaît une série de manifestations populaires qui débarrent au début de l'année 2011. Les rebelles houthis se joignent à la contestation lancée par des étudiants au cours de manifestations durement réprimées. Malgré les annonces du président Saleh concernant l'organisation anticipée d'élections et une révision de la Constitution, les manifestations ne faiblissent pas et se terminent souvent par une répression sanglante. Il faut l'intervention des États-Unis et des pays du Golfe pour négocier le départ du président. Ce dernier accepte de céder le pouvoir dans le cadre d'un accord de transition politique signé à Riyad, en Arabie Saoudite, où il obtient l'immunité pour lui et ses proches. Début 2012, le vice-président Hadi prend la tête du pays qui remporte les élections organisées. Il est reconnu par la communauté internationale pour une période de transition de 2 ans. Mais il subit la pression des rebelles chiites et est accusé de n'avoir jamais réussi à stabiliser le pays, ni à redresser son économie. Les rebelles houthis mobilisent leurs sympathisants dans la capitale Sanaa au nom de la lutte contre la corruption. En janvier 2014, l'instance chargée du dialogue national préconise de transformer le pays en État fédéral, composé de 6 provinces. Le projet prévoit que le gouvernorat de Saada, fief des rebelles chiites, soit intégré avec un territoire plus vaste au sud.
Mais les Houthis refusent. Ils demandaient une région qui leur soit propre et un accès à la mer. Dès l'été 2014, les rebelles reprennent leur offensive et étendent leur influence. En septembre, ils prennent le contrôle de la capitale Sanaa. En janvier 2015, les Houthis assiègent le palais présidentiel et le 21 février, Hadi, dont la démission a été refusée par le Parlement et qui était en résidence surveillée à Sanaa, prend la fuite vers Aden, une ville du sud du pays devenue ensuite la capitale de facto. Le jour même, il déclare, après avoir renoncé à démissionner, qu'il demeure le président en exercice. En mars, les Houthis contrôlent une troisième grande ville du pays, Taïz. Les milices houthis ont conquis l'essentiel de la moitié nord du pays, où les zaïdites sont majoritaires. Mais cette offensive, soutenue discrètement et relativement par l'Iran, fait craindre à l'Arabie saoudite que son grand rival régional ne prenne le contrôle d'un pan de territoire et d'un groupe armé à sa frontière sud. En mars 2015, Hadi fuit Aden et s'exile chez son allié saoudien Riyad. Le roi Salman, arrivé au trône en 2014, a réagi puissamment, emmenant une guerre de coalition militaire de pays sunnites, dont les Émirats arabes unis, en soutien aux forces gouvernementales, avec campagne aérienne complétée par l'envoi de troupes au sol. L'objectif est de reprendre Sanaa et les territoires conquis par les rebelles houthis. Dans la nuit du 25 au 26 mars, l'armée saoudienne à la tête de la coalition, soutenue par les États-Unis, bombarde le palais présidentiel déserté, l'aéroport international, une base militaire et le bureau politique des rebelles. Le 17 juillet 2015, Aden et son gouvernorat sont repris par les forces yéménites fidèles d'Hadi, à la faveur d'un accroissement de l'aide saoudienne et de ses alliés dans le grand port du Sud. Ouverts le 18 avril 2016 au Koweït, les pourparlers de paix entre le gouvernement yéménite et les rebelles houthis ont échoué début août. Le gouvernement, en large partie délégitimé au Yémen du fait de son soutien sans critique au bombardement aérien saoudien, avait pourtant annoncé le 31 juillet avoir accepté un projet d'accord de paix minimal proposé par un émissaire des Nations Unies. Ce plan prévoyait notamment le retrait des rebelles des zones qu'ils ont conquises, la remise des armes lourdes et un échange de prisonniers de guerre. Les rebelles ont rejeté ce plan, exigeant un accord global et politique avec la formation d'un gouvernement de transition avant de rendre les armes. Ces discussions ont permis de geler partiellement les combats durant plus de 2 mois. Mais à l'annonce de l'échec des pourparlers, les confrontations sur le terrain ont regagné en intensité début août. Après son départ du pouvoir, le président Saleh est revenu sur le devant de la scène yéménite en 2015, en rejoignant les rebelles houthis pour reprendre le pouvoir. Ennemis du président Saleh lorsqu'il était au pouvoir, ils sont devenus alliés et combattants avec les forces restées fidèles à l'ancien président. Grâce à cette alliance, Saleh espère, sous l'œil très favorable de Téhéran et Moscou, retrouver le trône qu'il avait été obligé de quitter au terme du printemps yéménite. Cette alliance va durer 2 ans. Le 2 décembre 2017, l'ancien président a de manière spectaculaire décidé de se rapprocher du camp saoudien pour obtenir une levée de blocus à l'origine de la situation humanitaire désastreuse. Le revirement de Saleh est dénoncé comme une trahison pour les houthis. Le 4 décembre, des militants houthis ont fait circuler sur les réseaux sociaux des images du cadavre de l'ex-président. Sa mort a été confirmée par des cadres de son propre parti. Depuis le 4 novembre, le pays était totalement isolé. En représailles d'un tir de missile balistique attribué aux rebelles houthis qui avait visé Riyad, l'engin avait été intercepté au-dessus de l'aéroport international de Riyad. L'Arabie saoudite avait décrété la fermeture des ports, aéroports et accès routiers vers le Yémen. Un blocus total qui empêchait l'approvisionnement en nourriture et autres produits de première nécessité. Une catastrophe pour le pays le plus pauvre du Moyen-Orient, qui dépendait déjà avant la guerre des importations à hauteur de 90% pour sa nourriture et ses médicaments. Le 9 novembre, le Conseil de sécurité de l'ONU avait souligné l'importance de garder tous les ports et aéroports du Yémen en état de fonctionnement. Sous la pression internationale, l'Arabie saoudite avait finalement décidé d'alléger le blocus afin de permettre l'acheminement de produits humanitaires. La réouverture du port de Hodeidah et de l'aéroport de Sanaa pour l'aide humanitaire avait été saluée.
mais il avait des capacités limitées pour accueillir des vivres et du matériel. La coalition avait souligné dans son communiqué sa volonté d'alléger les souffrances du peuple yéménite. Début 2018, un rapport d'experts de l'ONU affirmait que l'État au Yémen avait pratiquement cessé d'exister. Le gouvernement yéménite ne distribue plus les salaires, la plupart des fonctionnaires et des zones rebelles depuis septembre 2016. Une économie de guerre s'est implantée. Les trafics en tout genre se multiplient. Le commerce et les aides humanitaires sont gênés par le blocus qu'impose la coalition au premier port du pays, Hodeidah, tenu par les Houthis. Lors d'une rencontre avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman avait remis un chèque de 930 millions de dollars pour financer le programme de l'ONU en faveur du Yémen. Sous l'égide de l'ONU et après des appels à la fin des hostilités de Donald Trump, Emmanuel Macron, Theresa May ou Angela Merkel, les différents partis réunis à Stockholm du 6 au 13 décembre, aboutissent à un accord. Le texte est adopté à l'unanimité en vue d'une trêve à Hodeidah, principal point d'entrée de l'aide humanitaire internationale et dans sa région. Une mission d'observation de l'ONU sur place est aussi décidée, composée à terme de 75 membres. De quoi enfin faire naître un espoir. Également alimenté par la pression internationale exercée sur l'Arabie Saoudite, sur la défensive après l'assassinat en octobre en Turquie du journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi par un commando venu de Riyad. L'affaire a considérablement terni l'image du royaume. De même que les polémiques sur les ventes d'armes, impliquant notamment la France, troisième fournisseur d'armes à l'Arabie Saoudite, et la mise en danger des populations civiles. Fin mars 2019, le conflit semble gelé. Les lignes de front ne bougent plus. La capitale Sanaa reste contrôlée par les rebelles Houthis. La trêve tient à peine à Hodeidah. Une employée yéménite d'Action contre la faim y a par exemple été tuée par des éclats d'obus début mars. Un échange de prisonniers agréé il y a des mois ne s'est pas concrétisé. Un désengagement des belligérants prévu à Thèse, une grande ville du sud-ouest du pays, semble bien lointain. Et les observateurs de l'ONU ne sont pas aussi nombreux que prévu. Une impasse, explique François Frison-Roche, spécialiste du Yémen au CNRS. Personne n'a véritablement envie de s'asseoir à une table. Les Houthis sont certainement capables de tenir encore un certain temps, pas très longtemps car les stocks d'armes doivent s'épuiser. Mais ils sont en position de force et ils le savent. Les Saoudiens auraient certainement envie de se débarrasser du problème yéménite, mais ils ne veulent pas subir un affront supplémentaire par une forme de défaite militaire ou des négociations qui les forcera à reconnaître une forme d'échec. Ils sont partagés entre cette volonté de sortir de ce conflit qui finit par leur coûter cher financièrement et en image de marque internationale, et le fait de ne pas tolérer pour leur image régionale de donner l'impression qu'ils s'affaiblissent en négociant. Les Nations Unies devraient toutefois présenter au gouvernement yéménite et aux rebelles Houthis un nouveau plan pour le retrait des combats de la ville Hodeidah, a déclaré le 19 mars le médiateur de l'ONU pour le Yémen. Fin février, le secrétaire général des Nations Unies réclamait plus de 4 milliards de dollars pour l'aide humanitaire au Yémen en 2019, tandis que les humanitaires accédaient pour la première fois en 6 mois à des entrepôts de céréales dans l'ouest du pays. Cette guerre au Yémen a entraîné un désastre humanitaire monstrueux et de nombreux crimes de guerre. Ce sera l'objet de la deuxième partie consacrée à ce sujet. La troisième concernera l'implication de la France et d'autres pays occidentaux dans le conflit.